Dans l'Antiquité, la péninsule de Crimée représentait un vrai carrefour de plusieurs cultures et civilisations. Les Scythes, les Sarmates, les Grecs et les Romains. Ensuite, la Rus de Kiev, la Ruthénie médiévale et la Horde d'Or. C'est sur les ruines de la dernière que s'installe le Khaganat de Crimée, l'État des Tatars de Crimée qui finit par devenir vassal de l'Empire ottoman. Suite à l'affaiblissement de l'Empire ottoman, le Khaganat de Crimée devient dépendant de la Russie. Par le biais des ruses et des intrigues auprès des autorités du Khaganat, la Russie arrive à installer ses troupes en Crimée, après quoi elle envahit complètement la péninsule. Cela entraîne la destruction des monuments non seulement de la culture musulmane, mais aussi de la culture antique. Les vestiges des polices hellènes ont été transformés en blocailles pour l'empierrement des routes. Parallèlement, la présence des habitants d'origine russe augmente brusquement dans la péninsule. Si à la fin du XVIIIe siècle, les Russes ne représentaient qu'une petite partie de la population, la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Russes constituaient déjà la moitié des habitants. Compte tenu du fait que le nombre des Ukrainiens augmente en même temps que le nombre des Russes, il est évident que le peuple des Tatars de Crimée se retrouve dans une position défavorable. En 1917, la révolution se produit en Russie. Le pays déclare le passage au fédéralisme et ces peuples obtiennent le droit à la libre détermination. En Crimée, sous la conduite de l'homme politique tatar Neman Çelebi-Ceyhan, on déclare la création de la République populaire de Crimée, l'État multiethnique d'orientation socialiste dont le slogan était « La Crimée est pour les Criméens ». Neman Çelebi-Ceyhan affirmait « Notre objectif est la création d'un État à l'instar de la Suisse. Les peuples de la Crimée sont comme un beau bouquet et chaque peuple doit accéder à des conditions et des droits égaux parce qu'il faut que nous marchions coude à coude. » Après le coup d'État bolchevique, la République populaire de Crimée refuse à participer à la guerre civile car elle espérait éviter la guerre entre les socialistes. Alors, les bolcheviks ont réussi à capturer Çelebi-Ceyhan, ils l'envoient à Sébastopol, le torturent à mort et jettent son corps dans la mer. Après quelques années de la guerre civile entre les bolcheviks, la Garde blanche et les partisans du mouvement anarchiste de Nestor Makhno, le pouvoir soviétique s'établit en Crimée. La Crimée devient une région autonome tatare dans le cadre de la Russie fédérale qui à son tour fait partie de l'URSS. Pourtant, dans les années 1930, déjà une campagne se déroule pour l'extermination de l'intelligentsia et du clergé tatar. En 1944, quand l'armée soviétique avait chassé les nazis de la Crimée, pratiquement tout le peuple tatar a été déporté vers l'Asie centrale. Le prétexte formel pour cette déportation était l'accusation de tous les Tatars de Crimée de la collaboration avec les nazis allemands, alors que des milliers de Tatars de Crimée combattaient contre les nazis dans les rangs de l'armée rouge. Ces combattants soviétiques ne savaient rien sur le destin de leur famille. En 3 jours, près de 240 000 personnes sont soumises au déplacement forcé sans la possibilité de faire ses bagages. Presque la moitié des déportés sont morts pendant le déplacement et les premières années de la déportation. Certains ont été noyés dans les barges, d'autres sont morts de faim et de froid dans des wagons à marchandises et puis dans des camps de travail qui se situaient dans des steppes d'Ouzbékistan, de Kazakhstan et de Tadjikistan où les Tatars étaient placés pour assurer les travaux les plus lourds et sans aucun logement, sans aide médicale, sans nourriture appropriée. Sans les Tatars, l'agriculture de Crimée tombe en décadence. D'abord, on essaie de la sauver à l'aide des paysans déplacés de la Russie. Pourtant, il s'est avéré que les gens du Nord ne comprenaient rien en culture de plantes de la région de la mer Noire. Ainsi, le pouvoir de l'URSS décide de passer le contrôle sur la péninsule à la République soviétique ukrainienne, à laquelle la péninsule était liée non seulement géographiquement par un isthme, mais aussi par des liens économiques et logistiques. En 1954, la Crimée est rattachée à la République soviétique socialiste ukrainienne. En même temps, d'autres changements de frontières des républiques soviétiques ont eu lieu. Par exemple, toute la Carélie entre dans la République soviétique socialiste russe, alors qu'avant, elle avait été une république à part. C'était le budget de la République ukrainienne qui a été utilisé pour le financement de la réhabilitation des terres de la Crimée dévastées par la guerre et la déportation. C'était les kolkhozes ukrainiens qui a envoyé leurs spécialistes pour assurer la bonne exploitation des terres de la péninsule. Le grand projet de construction du canal de Crimée du Nord qui a permis de relier le Dniepr à la Crimée a été également réalisé par la République ukrainienne. Il a assuré le développement du système d'irrigation des basses terres de la mer Noire et a servi à l'approvisionnement en eau de toute la Crimée. Au moment du référendum sur l'indépendance de l'Ukraine, en décembre 1991, la plupart des Criméens ont voté pour vivre dans l'État ukrainien libre. Dans les années 1990, l'économie de la Crimée subit une crise grave. En même temps, des centaines de milliers de Tatars de Crimée reviennent après leur déportation. Ils sont obligés de vivre dans des logements provisoires en cherchant toutes les possibilités pour gagner leur vie. Cela a augmenté le stress pour la société et causé des tensions entre les habitants de la région. En même temps, la propagande russe a utilisé tous les
moyens possibles pour créer l'image de la Russie riche et stable, contrastée avec celle de l'Ukraine pauvre et corrompue. En réalité, la corruption et l'instabilité en Russie n'étaient pas moins graves qu'en Ukraine. Tout simplement, les bénéfices du pétrole permettaient de masquer ces problèmes. Au début de l'année 2014, de forts mouvements de protestation se déroulent en Ukraine contre la corruption et l'usurpation du pouvoir par le clan mafieux du président Viktor Yanukovych. Finalement, il quitte le pays d'une manière illégale et Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, est obligé de convoquer de nouvelles élections. Le président russe décide d'en profiter. Il donne l'ordre à ses troupes de prendre le contrôle de la Crimée. Des brigades spéciales partent des bases militaires russes qui demeuraient en Crimée depuis l'époque de l'URSS. Ils bloquent l'aéroport de Simferopol, la capitale de la Crimée, ainsi que les bâtiments gouvernementaux. Les troupes ukrainiennes n'y opposent aucune résistance armée, bien que les Russes, vêtus d'uniformes sans marque distinctive, bloquent leurs unités. Sous la pression des soldats armés, les députés du Parlement de la Crimée élisent un nouveau chef qui, aux élections démocratiques quelque temps avant, avait recueilli un nombre dérisoire de voix et déclare la République indépendante de Crimée, bien que cela contredit directement à la constitution de la République autonome de Crimée. La terreur contre les opposants commence tout de suite. Les soldats de la Fédération russe avec les organisations paramilitaires de Cosaques, les combattants nationalistes russes, font irruption au domicile des militants ukrainiens et les forcent à quitter la péninsule sous les menaces de mort. Les manifestations contre l'occupation sont dispersées violemment. Ainsi, quelques femmes ont été tabassées sur le quai à Yalta. Rishat Ametov, un tatar de Crimée qui a osé de faire une manifestation pacifique solitaire, a été kidnappé et torturé à mort. 18 jeunes hommes tatars ont disparu sans trace, dont quelques-uns ont été trouvés morts plus tard. En même temps, à Sébastopol, une ville ayant le statut d'une région à part, un nouveau maire, le citoyen russe, a été élu par le vote à main levée lors d'une manifestation. Une partie de ces manifestants constituait des militaires russes et leurs familles qui étaient aussi des citoyens russes. C'est dans ces conditions que l'administration d'occupation, sous le voile de la lutte pour l'indépendance de la Crimée, déclare le référendum qui doit avoir lieu 2 semaines plus tard. Il est intéressant de noter que l'option indépendance dans des bulletins de vote n'est pas prévue. Le choix se fait entre une large autonomie dans le cadre de l'État ukrainien ou bien le rattachement à la Russie. Le faux référendum s'est déroulé hors la loi car les organisateurs de ce spectacle n'ont pas respecté ni les lois de la Fédération russe ni les lois de l'Ukraine, alors que la Crimée indépendante ne disposait pas ni de ses propres lois ni même de son propre parlement élu dans des conditions de l'indépendance. Ainsi, le pseudo-référendum s'est déroulé sans respecter la législation, sans une campagne d'information démocratique qui serait digne de ce nom, dans les plus courts délais. Parmi les observateurs internationaux, il n'y avait que des activistes européens d'extrême droite qui soutenaient le régime de Poutine depuis longtemps. Quand les organisateurs de pseudo-référendums ont déclaré que 97% de la population de la Crimée avait soutenu le rattachement de la région à la Fédération russe, Poutine a reconnu l'indépendance de la République de Crimée et l'a rattachée tout de suite à la Russie. Tous les citoyens ukrainiens de la Crimée ont automatiquement obtenu la citoyenneté russe, même s'ils n'en demandaient pas. Certains d'entre eux, comme par exemple le militant du mouvement anarchiste Alexandre Kolchenko et le cinéaste Oleg Sentsov, ont été arrêtés et jugés comme les citoyens russes. L'attribution forcée de la citoyenneté est un crime selon le droit international. Aujourd'hui, la Crimée se trouve sous l'occupation de la Russie. Des dizaines de milliers de personnes ont été obligées de quitter leur maison. Des militants ukrainiens et tatars de la Crimée sont arrêtés ou persécutés par le pouvoir d'occupation. Les leaders du peuple tatar sont illégalement expulsés de la Crimée. Les médias principaux des Tatars de Crimée sont interdits ou bien se trouvent sous la pression des services secrets russes. Dans des maisons, des mosquées, des écoles tatares se font des perquisitions régulières. Les manifestations pacifiques sont régulièrement interdites. L'occupation et l'annexion de la Crimée est pratiquement le premier cas d'envahissement du territoire d'un État par un autre dans l'histoire européenne depuis Hitler. Est-ce que la communauté internationale réussira à liquider ce précédent tellement dangereux? Est-ce que pour après, les questions liées à la démarcation de frontières seront résolues par les forces des armées d'occupation? Cela dépend des personnes engagées et solidaires dans le monde entier.